qu'il ait dit qu'il arrêtait d'écrire, peut-être, c'était pas sous la pression à l'époque, c'est qu'il en avait ras-le-bol, il considérait que les États-Unis étaient devenus un pays insupportable. Bon, on voit aujourd'hui que les choses ont encore dégénéré et que lui fait partie des innombrables cibles de ce gouvernement qui n'hésite pas à envoyer des milices. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine au polar avec un programme, je crois, très alléchant. Je vais d'abord demander à mes 4 invités ce qu'ils ont pensé des nouveaux romans de 3 mastodontes de la littérature américaine, Don Winslow, Stephen King et Michael Connelly. Nous nous intéresserons ensuite à la réjouissante nouvelle vague de romans d'auteurs français qui déferlent dans les librairies depuis quelques mois. Et puis nous nous intéresserons aussi aux polars étrangers. Il y en aura pour tous les goûts, puisque nous irons aussi bien en Espagne qu'en Islande, en Russie et bien entendu aux États-Unis. Pour parler de tout cela, mes 4 invités, des hommes et des femmes en noir, à commencer par Bruno Corti, rédacteur en chef du Figaro littéraire, Julie Malor, journaliste au Nouvel Obs, Philippe Blanchet, notre chroniqueur polar du Figaro Magazine, et Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de Libération et aussi écrivain. Et je ne peux pas ne pas vous poser une question sur votre livre qui vient de sortir, qui n'est absolument pas un polar. On n'est pas du tout dans la fiction, on est dans une réalité brute très sombre, il est vrai. C'est publié chez Artaud, Les Pins de Rechmaïa. C'est une correspondance que vous avez entretenue pendant 1 an avec un photographe et vidéaste arabe, Fouad El Khoury. Oui. Lui de Beyrouth, moi à Paris, et on a beaucoup échangé sur toutes les guerres du Proche-Orient, et il y en a eu un paquet ces derniers temps, entre Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, l'Iran. Et on s'est écrit, c'est un vieil ami de 30 ans, donc il y a un mélange d'intime, c'est une histoire d'amitié et de guerre. C'est à la fois très sombre, mais aussi très optimiste. Vous voulez absolument croire l'un et l'autre qu'un jour jaillira quand même une lumière de ce Moyen-Orient ravagé par les conflits. Donc je vous propose de commencer par ces trois romans. Stephen King, Sans jamais trembler aux éditions Albin Michel, Le casse ultime de Don Winslow et Sans âme ni conscience de Michael Connelly chez Calman Levy. Je pense qu'il faut qu'on commence par Don Winslow parce que, arrêtez-moi si je me trompe, Bruno Corti. Je vous arrête tout de suite. Mais il avait annoncé qu'il arrêtait d'écrire. Oui, bon, les écrivains disent n'importe quoi. D'accord. C'est pas nouveau. Non, mais on ne sait, je sais pas quelle raison. La seule chose dont on soit certain, c'est que notre ami Don devait venir en France pour le festival Quai du Polar et que, vu les menaces de mort, d'enlèvement, de séquestration diverses et variées aux États-Unis, il est bloqué et il ne vient pas en France. Ni pour Quai du Polar, ni pour parler de ce livre, ce qui est fort dommage parce que c'est un livre absolument remarquable, mais qu'il ait dit qu'il arrêtait d'écrire, peut-être. C'était pas sous la pression à l'époque, c'est qu'il en avait ras-le-bol, il considérait que les États-Unis étaient devenus un pays insupportable. Bon, on voit aujourd'hui que les choses ont encore dégénéré et que lui fait partie des innombrables cibles de ce gouvernement qui n'hésite pas à envoyer des milices. Et pourtant, c'est un recueil de nouvelles donc, chez HarperCollins, Ce casse ultime. Il n'y a rien d'anti-trumpiste, non. Beaucoup moins d'ailleurs que Stephen King, paradoxalement. Oui, exactement. Non, il y a rien ça n'a rien de politique, mais c'est lui, c'est ce qu'il représente. Ouais. Donc c'est un personnage qui est... je crois que les écrivains et les artistes aux États-Unis, à part les très vieux comédiens qui n'ont plus rien à faire et qui parlent, qu'ont fait Robert De Niro et des gens qui n'ont pas peur de parler, qui sont même assez virulents, tous les artistes, tous les autres, on ne les entend pas. Donc Winslow fait partie des gens qui ont dit très tôt que Trump, c'était juste une sorte de dictature, ce qu'on voit évidemment. Mais donc il est la cible, je pense, de... On ne sait pas quoi d'ailleurs, de qui, de gens sur les réseaux sociaux, de milices, de quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne se sent pas en sécurité là où il est. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il écrit. Et c'est un recueil de nouvelles qui est absolument formidable. Et il écrit sacrément bien. Alors moi, j'y suis allée avec des semelles de plomb parce que la dernière fois que j'ai rencontré Don Winslow, c'était en 2024 à Paris. Il pleuvait, il bruinait. Je suis arrivée, j'ai vu un petit monsieur enrhumé, la goutte au nez, déprimé, totalement déprimé. Il avait mal au dos, il avait mal partout. Et
avait annoncé qu'il arrêtait d'écrire. C'était son dernier roman, La Cité des Cendres, que j'avais beaucoup aimé, qui était donc le dernier tome d'une trilogie sur le narcotrafic. Preuve que cet homme a devancé l'actualité. Le narcotrafic, ça devient quand même le grand sujet contemporain. Et lui, ça fait quand même des années qu'il creuse ce sillon. Bref, je quitte ce vieux monsieur totalement avachi. Vous faites bien le vieux monsieur avachi. Et donc, comme c'est quand même Don Winslow, j'ouvre le livre. Et là, une claque, une jeunesse, une pêche, une énergie et une fraîcheur. Vraiment, c'est presque gai, c'est plein d'humour. C'est plein d'humour et surtout, alors je voudrais aussi en profiter pour saluer son traducteur, Jean Hecht. Extraordinaire. On a l'impression de lire du français. Extraordinaire, parce que toutes ces nouvelles, la plupart de ces nouvelles reposent sur des jeux de mots. Et il y en a une notamment où il enchaîne des phrases, parfois comme genre tuyau de poêle, etc. Je suis très mauvaise, moi je suis nulle. Voilà, dialogue véridique. La nouvelle véridique. Et là, on se demande comment le traducteur a fait, parce que c'est très très difficile à traduire, parce que et j'imagine qu'il y a des choses qui ne correspondent pas en anglais et en français, où il a dû adapter. Bref, je me suis dit, je suis sortie de là, ça m'a filé une pêche terrible. Et donc je me suis dit, Don Winslow, quand même, ça reste quelqu'un d'énorme, un des plus grands écrivains de noir américains actuels. Oui, parce qu'en plus, Philippe, c'est plusieurs genres, c'est plusieurs nouvelles, mais qui appartiennent chacune à un genre, un sous-genre de polar, si on peut dire. Oui, on a l'impression qu'il nous montre un peu tout son savoir, enfin c'est des exercices de style. On commence par un casse, on commence par donc un braquage, un truc très très violent, très rythmé. Faut souligner au passage ce style de plus en plus affiné qu'il a, aller à la ligne au bout de 3 mots parfois, créer un rythme extrêmement saccadé qui convient assez bien toujours à son propos. Ces histoires. Et puis, on continue avec une nouvelle qui est plus dans le polar de prison, de pénitentiaire, je dirais, qui est un genre en soi. Depuis Bunker ou des gens comme ça, c'est vraiment un genre. Il y a cette histoire de dialogue qui est aussi un exercice de style. Finalement, il n'y a pas autre chose qu'un dialogue, quoi. Et on a l'impression que c'est une démonstration de force, un peu. Je reviens en force avec un recueil de nouvelles qui montre un peu tout ce que je sais faire. Et c'est brillant d'un bout à l'autre. Y compris une nouvelle qui n'est pas policière, où on suit un gamin qui livre en douce de l'alcool à toute sa ville, alors que c'était interdit le dimanche. C'est une nouvelle qu'aurait pu écrire Hemingway ou Stephen King, c'est-à-dire sur l'adolescence. C'est formidable. Il a un talent monstrueux. En fait, quand Alexandra dit c'est l'un des plus grands, c'est pour moi, à l'heure actuelle, sans problème, le plus grand. Parce que ça, il y a toute la palette. Il y a vraiment tout. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à acheter. C'est rare. Julie, un dernier mot pour conclure. Tout à fait de cet avis. Je pense qu'il avait arrêté d'écrire parce qu'il voulait se consacrer à la lutte anti-Trump. Déjà, il y avait une raison très concrète. C'est un activiste quasiment sur X. Il n'est pas censuré. Je lui ai fait remarquer, je l'ai eu au téléphone là, en décembre. Et je lui ai demandé si c'était des nouvelles qu'il avait surtout rassemblées depuis des années, parce que ça arrive, les fonds de tiroir. Et il m'a dit non, pas du tout. Donc moi, je trouvais que ça enchâssait totalement son œuvre. Parce qu'il y a énormément de références, d'abord à sa géographie littéraire, mais aussi personnelle, à des moments de sa vie. Enfin voilà, c'est extrêmement complet. Et j'ai trouvé que c'était formidable. Et je rejoins Bruno sur Paradis, cette nouvelle avec toute cette adolescence en fleurs, qui est absolument merveilleuse, qui pourrait être hors polar complètement. Et celle en prison, moi, c'est celle qui m'a vraiment bouleversé, la dernière. Citer cette phrase du romancier Reed Farrell Coleman qui écrit la préface, et je trouve qu'elle est formidable. Quand on lit Don Winslow, on sait exactement à quoi s'attendre, tout en sachant qu'on sera surpris à chaque tournant. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va lire et en même temps on est surpris à chaque fois. Don Winslow, le casse ultime chez HarperCollins. On a mis la barre assez haut. Stephen King, Philippe Blanchet, c'est aussi haut. Parce que lui, il n'a jamais arrêté d'écrire, en revanche. Il n'a jamais arrêté. Bon, c'est un monstre sacré aussi. J'avais préféré le précédent, personnellement. Bon. Ça y est, il fait une poire. Ça commence bien. Non, même si celui-là est moins bon que le précédent, à mes yeux, il est
Mais il reprend le personnage de Holly. Un King moyen, c'est déjà un très bon livre, quoi, on va dire. C'est un prince. Ouais. Mais et il reprend le personnage de oui, donc Holly. On retrouve Holly, et c'est pour ça que c'est pour ça que j'avais préféré Holly sur ce personnage de détective dans le bouquin précédent. Je trouvais que l'intrigue était plus forte et plus marrante. C'était une histoire avec deux vieux grabataires là, complètement kidnappaient des... Ouais, complètement criminels. C'était drôle comme histoire. Là, c'est un serial killer, c'est plus conventionnel, et d'un côté, et d'autre, il y a deux intrigues qui, comme souvent, se rejoignent à la fin. L'autre intrigue étant des misères qu'on fait à une féministe très engagée et qui va avoir pas mal de problèmes avec des églises très radicales, très anti-avortement, très extrémistes. Et je ne sais pas si on peut le dire ou pas, mais non. Non. C'est des banques, on ne le dit pas. Non, on le dit pas. Et on ne saura jamais ce qu'il ne voulait pas dire. Mais oui, non, sinon on va spoiler, c'est pas bien. Oui, non. Et je ne sais plus où j'allais. Bon, un peu long, quoi. Pardon ? Toujours, pas vous. Oui, moi j'ai trouvé que c'était un peu long. J'ai trouvé que, en plus, si on est vraiment fan, on trouve ça très bien. Ouais. Et on dit, bon, King parle de sujets très actuels et les traite. Bon. Si on est un peu plus grognon, on dira qu'il suit un peu l'air du temps aussi, quoi. Bon. Mais bon. Non, moi je suis pas d'accord. Bon, un petit peu quand même, parce que... Mais non, mais il a raison, il a toujours été féministe, King. Il faut se souvenir de Misery et de toutes ces séries où des femmes battues, des femmes... Non, mais il a toujours écrit sur le sort des femmes aux États-Unis. Et je trouve que là, et en plus c'est pas du fantastique, donc ça nous laisse un peu les histoires de ghouls, de fantômes, de machin, on s'en fout un peu. Là, il fait un bouquin, comme Douglas Kennedy a fait il y a quelques années sur les chauffeurs Uber à Los Angeles. La vie infernale de ces gens, c'était vraiment l'actu. Là, c'est ça. Oui, il y a une histoire de serial killer, mais bon, c'est pas le plus important. Je trouve que c'était plutôt l'autre versant des choses que je trouvais. Après, il est un peu long. Il a toujours été trop long. King, il est toujours trop gros. Il tire parfois à la ligne. Et parce qu'il n'est pas édité véritablement, mais depuis toujours, en fait. Donc, vu son statut, on ne lui dit rien. Ça mériterait d'être un peu resserré, on va dire. Mais il est très bien traduit, là aussi, par Jean Hesch. Ça reste un grand bouquin, quand même. Julie ? Moi, je trouve que... Alors, tu faisais référence à Holly, donc, qui était... c'est une petite dame aux cheveux gris, mais enfin, c'est elle qui mène l'enquête. Et dans le précédent tome, en fait, au début, je me suis dit, oui, alors c'est sur le fanatisme... On a deux militants, enfin, des deux côtés, on a deux fanatiques, ça se retrouve à la fin, etc. Et je me suis dit, OK, bon, so what ? Et en fait, je pense que si on le met, ce livre, dans la perspective de Holly, en fait, il démarre une nouvelle série, et il n'y a plus de fantastique, Bruno, tu as raison, mais je pense qu'en fait, c'est parce que le monstre, aujourd'hui, c'est plus le monstre fantastique, c'est cette espèce de... C'est le comportement humain extrémiste qui est devenu monstrueux quand il est sans frein. Les petits vieux de l'épisode précédent qui mangeaient du foie parce qu'ils étaient persuadés d'avoir la vie éternelle. Et là, on est aussi avec des fous, des fanatiques qui sont en train de régler leur compte, en fait, à d'autres gens. Donc c'est à la fois l'Amérique de base, mais en même temps, je me dis qu'il y a un déplacement du monstre qui est assez intéressant. Oui, parce que le serial killer a une double personnalité complètement schizo. Il est à la fois homme et femme. Il parle à sa mère qui est morte, genre... Norman Bates dans Psychose. Et l'autre aussi. Il n'est pas très bien. L'autre aussi. L'autre est à la fois garçon et fille. C'est un truc complètement dingue. C'est assez bien vu. La folie est assez bien... Oui, c'est Incel aussi. Oui, exactement. Stephen King, sans jamais trembler, aux éditions Albin Michel. Et on finit ce trio infernal avec Michael Connelly, Sans âme ni conscience. J'ai dû le lire, Jean-Christophe Buisson. Merci. N'est-ce J'ai adoré. Ouais. Bon. Je voulais plus le lire à cause du précédent, Sous les eaux d'Avalon, qui était un... Nul, ça. Non, mais c'était nul. Mais qui était une nouveauté, nouvel enquêteur, nouveau lieu, etc. Ouais. Voilà, moi j'avais trouvé ça un peu plan-plan. Alors que celui-ci est vachement bien, d'abord parce qu'on retrouve McEvoy qui nous ça nous parle, c'est un journaliste. Et en fait on le suit depuis le poète et c'est l'histoire de la presse, en fait, à travers ce personnage. On a vu la presse se dégringoler, il est passé, en gros, il est devenu blogueur, et là, il écrit des livres sur l'intelligence artificielle, donc il embrasse complètement les thématiques contemporaines. Il s'associe avec Mikey Heller, qui est la justice, donc on a La Vérité et la Justice qui vont ensemble, et ça converge,
Et l'enquête est vachement bien, et j'ai trouvé que c'était très malin. Et c'est pareil, dans la Connelly, il y a toujours des histoires de trajectoire. On peut lire un livre, on s'éclate, et en même temps, quand on les lit au fur et à mesure, ça vient composer quelque chose. Oui, parce qu'il y a des clins d'œil même à Harry Bosch, évidemment. Oui. Bruno Corti. Oui, moi j'y suis allé non pas plus long, mais parce que je lis jamais les Michael Haller, moi. Ah oui. Bosch, j'aime bien, il est déglingué, mais maintenant il est tellement arrivé au bout de sa vie que bon. Donc la justice, non, c'est pas mon truc, ça, je suis d'accord. Non, j'espère qu'il n'est pas entendu, mais il a entendu. Tu parles. Non, l'intelligence artificielle, là encore, un sujet de société. King, il est sur la société, lui aussi. Oui, parce que le point de départ, c'est un jeune qui a tué sa petite amie. Un gamin qui a tué sa petite amie parce que l'intelligence artificielle lui a ordonné de le faire. Oui, parce qu'il avait une petite copine virtuelle qui lui dit, mais t'emmerdes pas avec cette fille, élimine-la. Mais il le disait pas forcément de manière. Mais lui, évidemment, comme tous ces petits neuneux qui sont sur leurs écrans en permanence, il a décidé qu'il fallait la tuer. Bon, du coup, il y a 2 familles qui sont dans le drame, ceux qui ont perdu leur fille et ceux qui ont perdu leur fils, parce qu'il va prendre perpète ou je ne sais quoi. Et donc, il s'associe à cet avocat qui est un drôle de toto, qui recule devant aucune méthode en général, pour attaquer une grosse boîte, justement celle qui fabrique ces intelligences artificielles qui deviennent criminelles. Pour dire que c'est elle la responsable de... Alors, c'est moins... C'est surtout sur comment un procès, comment on menace. C'est un peu, oui, il faut aimer la police, ce qu'on appelle les polices procédurales, c'est-à-dire qu'il faut aimer ce genre de livre. Le judiciaire comme John Grisham. Ouais, c'est comme Grisham. C'est un genre particulier. Mais je trouve qu'il s'en sort bien, parce qu'il est très méthodique, il est très précis, et on va jusqu'au bout, quoi. Et puis surtout, il connaît aussi bien que nous l'intelligence artificielle et cette technique-là, donc il se met à la place du lecteur de base qui n'est pas familier de tout ça, puisque lui-même découvre cet univers. Ouais. Ça, je trouve que c'est très bien fait. Moi, je suis un peu comme Bruno, ce genre les polars judiciaires, où c'est pas trop mon truc. Et puis, je suis une telle nostalgique d'Harry Bosch, enfin du Harry Bosch de sa splendeur. C'était tellement bien. Le problème des auteurs comme Michael Connelly, c'est qu'ils pissent de la copie. C'est trop. Et donc, tous les ans, je crois qu'il y en a là, il en a publié 2 en un an. C'est trop. On peut pas suivre. Et je trouve que du coup, ça devient trop inégal. C'est-à-dire, pendant longtemps, pour moi, Connelly, c'était comme un pyjama en pilou qu'on met l'hiver quand il fait froid et qui bruine dehors, qui a Don Winslow avec la Bourbonnais, tout ça. Il pleut toujours chez elle. Et là, on enfile son pyjama, on prend un Michael Connelly et on est bien. Mais là, je me suis un peu lassée quand même. Ah oui ouais. Parce que le polar judiciaire, ça m'ennuie. Les procès, ça m'ennuie. Moi, je préférais quand il courait dans les rues de Los Angeles, dans les tunnels, Moi, j'adorais quand il avait une histoire d'amour. Voilà. Là. Juge de paix, Philippe Blanchet. J'ai adoré. Ça fait 2 contre 2. C'est bien. Non, au début, j'étais assez réticent. Un polar judiciaire avec pour thème l'intelligence artificielle, je me suis dit, oulala. Et puis, en fait, c'est tout l'inverse. C'est passionnant. On apprend plein de choses, mais vraiment plein de choses sur l'intelligence artificielle, sur les dangers qu'elle peut engendrer. Des expressions genre garbage in, garbage out. Là, il y a une éthicienne. Il y a une éthicienne, moi je suis allée voir. Oui, une éthicienne, effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'être éthicienne dans la vie? Ça m'énerve. Tu peux être éthicien. Il y a un peintre qui était... Le Titien. Le Titien, voilà. C'est très mauvais. Le Titien, la Titienne. Voilà, le Titien, la Titienne. Oui, on connaît. Donc on a appris des mots. Bon, voilà. Oui, je fais plein. T'arrêtes pas de me couper, je peux. Allez-y, terminez. Non. Je sais plus. Donc vous avez bien aimé. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et j'ai regretté. À l'heure, il a plus à Lincoln. Non, il a un bureau maintenant. C'était l'avocat à la Lincoln, il a plus de Lincoln. Il a un petit bureau ça maintenant. c'est ce qui te plaisait. Le gars qui faisait ses enquêtes dans sa Lincoln. Les traditions, tu sais. Ouais. Donc en fait, on fait un classement sur les 3 ? Là, j'ai l'impression que Don Winslow, il a plié le match. Largement. Non, là, il n'y a pas photo. Alors Don Winslow, mais quand même Michael Connelly, Sans âme ni conscience, chez Kalman Levy. Allez, on passe au polar français. Si on restait un peu à l'étranger, moi j'ai découvert grâce à Alexandra Davidury
Ah ouais. C'est un régal. Ah Beyrouth Paradise chez Liana Levy. Qui succède à Beyrouth Forever, exactement. Et qui est meilleur que Et puisqu'on parle de bureau de détective privé, celui-là, il a un bureau qui fait 20 mètres carrés au milieu de Beyrouth. Il a un genou, il a pris une balle dans le genou, donc il claudie, il n'est pas très en forme. C'est un vrai hard-boiled, c'est-à-dire le mec, il est un peu cassé de tous les côtés, mais quand même, il y va au charbon. Et au Liban, Dieu sait qu'il y a affaire. Et là, il y a une sombre histoire de fille de l'Est qui a disparu, une fille qui était employée dans une de ces boîtes dans les environs de Beyrouth, à Jounieh, dans ces boîtes qui présentent des filles à des hommes en mal de femmes. Et donc notre héros va solliciter par la sœur de cette femme, va essayer de la retrouver. Et c'est génial, parce que c'est aussi, et c'est forcément, moi ça m'a plu, moi qui m'intéresse à cette région, parce que c'est aussi, à travers ce héros, à travers ses intrigues, c'est aussi une histoire du Liban. Une histoire de ce pays absolument tellement compliqué et en même temps tellement séduisant, tellement beau, mais qui est rongé par le communautarisme, qui est rongé par la crise économique, la corruption, tout. Enfin, tout. Et puis toutes les puissances régionales qui viennent s'entretuer à Beyrouth. Enfin bref. Et ça, il raconte vachement bien l'ambiance du Liban, c'est-à-dire à la fois le sordide, qui côtoie la lumière, la corniche, il y a tout. Il y a tout et l'intrigue est formidable. Donc, et ce garçon, David Uri, là je suis très fière parce que je le suis depuis son premier livre qu'il a publié chez Rive Neuve, un éditeur pas très connu. Et ses 2 premiers livres étaient magnifiques. Il racontait 2 personnages de sa famille lointaine, dont un qui était un résistant, Mustapha s'en va en guerre. C'était sublimement beau. Et donc, quand j'ai vu qu'il publiait un polar, évidemment, je me suis jetée dessus et je n'ai pas été déçue. Et il y a pas mal d'allusions à la France, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on peut vraiment le considérer, le mettre en... D'abord, il est écrit en français, bien entendu, et il est français. Mais on n'a pas l'impression d'être... on est à Beyrouth, il y a un petit côté exotique, mais quand même, c'est très français dans l'approche. Non, personne d'autre. Il y a un côté... à un moment, je crois, d'ailleurs, il se compare à Marlowe, le héros est très... oui, c'est vrai. Il a un côté comme ça, on a l'impression d'un détective dans Beyrouth, mais un détective très classique, je dirais, très stéréotypé. Oui, absolument. Et dans son petit magasin, là. Et avec son Alfa Romeo aussi, il a une vieille Alfa Romeo. Il roule en Alfetta. Le personnage est intéressant, il est vraiment... je pense qu'il va y avoir des suites. Là, je crois qu'il tient un filon. Il survit parce que quand il se fait tabasser, il se fait vraiment tabasser pour de vrai. Et là, ça se passe en fin 2024, je crois, un truc comme ça. Oui, le Hezbollah a été Oui, parce qu'il y a des échos. Il y a des frappes sur le sud de Beyrouth. Bachar el-Assad vient de partir. Enfin, c'est récent. C'est ancré dans l'actualité. Très récent, c'est intéressant. David Uri, Beyrouth Paradise, qui est le nom de cette boîte de nuit où vont se promener quelques Ukrainiennes et Russes, aux éditions Liana Levy. Un peu de série noire. Alors moi, j'ai découvert Armel Hérisson, enfin vous aussi d'ailleurs, puisque c'est son premier roman, La mort malgré lui. Gros pari, parce que faire une enquête policière à Laval, sur le papier, c'est pas gagné quand même, Bruno. C'est pas possible, ça. Non mais c'est incroyable, Pourquoi Laval ? Et moi j'aurais dit à ce moment-là, pourquoi pas un petit village de Hongrie ? Parce que c'est quand même ça. C'est aussi ça. Ça commence comme ça. Ouais. Moi j'étais un peu en série noire française. Évidemment, la série noire étrangère, il y a des gros mastodontes. Donc on est toujours à la recherche de quelque chose d'un peu nouveau. Donc je me suis jeté dessus. Après j'ai vu que le sujet avait un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale, avec la Hongrie, avec ces gamins hongrois qui se retrouvent captés par l'armée nazie et engagés, enrôlés de force. Quant à leurs amis qui avaient la malchance d'être juifs, eux, ils étaient aussi captés, mais pour d'autres destinations. Donc ça commence comme ça, on se dit, tiens, c'est un peu étrange. Et puis on arrive à Laval, où on retrouve au bas d'une cité le corps d'une femme blonde dans une flaque de sang.
Et donc, le rapport dans tout ça est assez lâche, mais cet Armel Hérisson, que nous ne connaissons pas, je trouve, moi, maintient son histoire en alternant les périodes. Évidemment, celle de 87 et celle de 45 vont se rejoindre. C'est fatal et c'est classique, mais je trouve que jusqu'au bout, ça se tient bien. En plus, il y a un personnage de flic un peu déprimé, un peu alcoolo, une espèce, on les aime bien, quoi, dont la femme est en train de succomber, et donc ça le rend dingue, il est mal aimable et tout. Il y a un petit gars qui est issu de cette cité aussi, qui est plutôt un personnage sympa. Enfin, je trouve que c'est une super belle surprise. Cyril Noir, je n'ai pas lu. Pas lu encore. Alors moi j'ai adoré. Et alors vous qui êtes très cultivé, je ne sais pas si vous avez lu Histoire de la violence de Gabor Zoltan chez Belfond en début d'année. Livre terrible. Ouais, alors là c'est pas du polar, mais c'est très très noir et qui raconte justement les croix fléchées, qui se sont comportés avec les Juifs de façon monstrueuse en Hongrie au début de la guerre. Et donc j'ai retrouvé là-dedans, dans cette histoire d'Armel Hérisson exactement la même histoire, les mêmes conséquences. Et donc, j'ai adoré. J'ai eu du mal au début. Le début est un peu flottant. Le début est un peu flottant, bizarrement. Et donc, je me suis dit, oh là là. Et heureusement, 2 ou 3 personnes m'avaient dit que c'était vachement bien. Donc, je me suis accrochée. Et alors là, il y a un moment où... En effet, moi j'adore quand les périodes s'alternent et quand tout à coup, entre ce qui s'est passé dans les années 40 et ce qui se passe dans les années 80, tout à coup, il y a un moment, hop, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, c'est jouissif. Parce qu'on a l'impression d'abord d'être un peu intelligent, ce qui fait du bien, et puis on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose et ça y est, d'être... Ah, j'ai adoré. Non, c'est formidable. Et il faut rendre hommage à la série Noire, qui était une collection de mecs, mais vraiment que de mecs. Et il y avait très peu de femmes, quasiment pas de femmes. Et je trouve que là, elle fait, puisque la patronne est une femme. Pour le français, et pour l'étranger, c'est une femme aussi. Donc on a que fait un gros effort pour féminiser les auteurs, si je puis dire, donc en faire des autrices. Et c'est pas mal. Et c'est vraiment bien. Ils ont fait même un recueil d'auteurs. Oui, des femmes à la série Noire. Des femmes à la série Noire, oui. C'est sorti avant. C'était pas très épais. Non. C'était pas très épais. Non, mais c'est factuel ce que vous dites. Non, mais ils ont réédité aussi des Comment, Julie, classiques. pardon ? Ils ont réédité des classiques écrits par des femmes à la série Noire, là, toute l'année de l'année anniversaire. Et c'était intéressant parce qu'elles écrivaient souvent sous pseudo. Janine Boissard était un auteur de série Noire. Absolument. Oui. Julie, puisque vous avez la parole dans les auteurs français récents. J'ai pas tellement regardé les français. Moi, je suis la mauvaise élève. Ouais. Lui non plus. Je peux parler de La Colline. On va parler de La Colline, Mathilde Bosso. Après Les Saules, La Colline. Voilà, Les Saules, j'avais adoré ce livre, Les Saules, qui était une sorte de rural noir français un peu. Oui. La Colline, alors... Les Saules qui avaient eu le Grand Prix de littérature policière. Oui, absolument. Au Seuil. Oui, donc La Colline. Avec La Colline, l'intrigue est un peu plus complexe, puisqu'on va d'une cité de Rennes, mais vraiment des tours... on passe de Laval à Rennes, on voyage. On passe de Laval à Rennes, dis-je, on voyage. Oui, on voyage énormément. Donc, il va encore perdre le fil, c'est sûr. Tu le fais exprès, vraiment. Et donc, on fait des allers-retours entre Rennes et où il se passe des choses sordides. On a trouvé un bébé dans une poubelle, enfin... Et il y a une jeune femme qui perd son sang enfermée dans une chambre, dans un HLM improbable. Et de notre côté, une ferme, donc sur une colline, on ne sait pas très bien où. Donc on a à la fois le rural noir, la ferme, et finalement le polar bien urbain. Elle nous donne les deux, on a les deux pour le même prix. L'histoire est vraiment... l'histoire, finalement, c'est l'histoire de 3 femmes, une grand-mère, une mère et une fille, et 3 femmes qui ont été extrêmement malmenées par la vie. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà.
Mais le polar français, il faut dire, moi je trouve que le polar français s'améliore de plus. Enfin, il y a une richesse en ce moment dans le polar français, chez les auteurs et les autrices. Encore une fois, il y a beaucoup d'autrices. On peut citer aussi Stéphanie Artarit, On ne mange pas les cannibales. Oui. C'est prodigieux chez Bellefond. C'est Bellefond absolument qui prodigieux. sort chez Pocket là, bientôt en qui poche. va bientôt sortir en poche. Il faut lire ça, l'histoire d'une jeune fille, Bambi, qui vit dans un zoo, qui est née dans une famille totalement dysfonctionnelle, avec l'inceste. C'est une histoire d'inceste qui se termine très mal, et en même temps, il y a plein de vie. Et c'est extraordinaire, ce roman. Il y a Sylvain Kermissi, que je suis là encore depuis longtemps, et qui est d'une noirceur. Oui. Je ne sais pas si c'est horrible. C'est d'une noirceur terrible, et en même temps c'est beau. Là, c'est Bonnie and Clyde d'aujourd'hui. C'est deux personnages, Bonnie and Clyde, des paumés, des déjantés. C'est tellement dur, et en même temps, on se dit malheureusement, il y en a beaucoup des Bonnie and Clyde d'aujourd'hui, et il a une façon de raconter le monde qui est terrible, mais qui est très très belle. Il a une écriture magnifique, j'aime beaucoup son style, et voilà, je crois que ça fait le 3e, le 4e roman que je lis de lui, et chaque fois je le referme en me disant mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est dur, mais ça sert à ça aussi le polar, à vous replonger dans ce qu'il y a de plus noir, et lui il y arrive vraiment bien. Et c'est chez Plon, ce qui montre bien que tous les éditeurs vraiment s'intéressent au polar. Et vous voulez nous parler d'un petit jeune qui n'est plus si jeune, mais qui est expérimenté en série noire. Il est toujours jeune, Marco. Marc Villard. Ça fait plus de 40 ans qu'il écrit, qu'il publie, mais il a un métier à côté de ça. Il est peut-être à la retraite, je ne sais pas. Mais Marc Villard, oui, Barbès Trilogie, les squats, le jazz, les junkies, les putes. Il a toujours écrit là-dessus des nouvelles, la plupart du temps. Quelques romans au début, puis après des nouvelles. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce livre très court, parce qu'il fait 140 pages, donc une dizaine de nouvelles. C'est ça. C'est toujours. Il y a quelque chose chez lui, il y a une musique. Sans jeu de mots. Il y a beaucoup de musique. Il y a beaucoup de musique, mais il y a une petite musique de Marco qui fait que on se dit oui, il va encore nous raconter la même chose, ce qui est vrai. Mais à chaque fois, on est pris, je trouve. Il y a de la tendresse pour ces personnages. Puis il y a un style, très dépouillé. Il parle très bien de Paris quand ça se passe à Paris. C'est merveilleux, les balades dans Paris. Que ce soit Pigalle, Barbès ou son quartier de la rue Saint-Denis et compagnie, où il était. Moi, je trouve que voilà, c'est indémodable. Donc c'est vrai que c'est un petit jeune qu'il faut saluer et encourager. Continuons le début, là aussi en série noire chez Gallimard. Allez, ça va être votre heure, Julie, on va parler de polar étranger. Le polar étranger. Non, cela dit, vous en perdez votre perds mon stylo. Non, mais cela dit, Stéphanie Artarit, que j'avais lu effectivement, est merveilleux, avec le chien qui s'appelle Carnage. Enfin, tout est épouvantable. Non, mais c'est... Et puis, ça vit dans un zoo, en fait. C'est une histoire d'inceste, d'un huis clos familial, et puis de la fuite de Bambi dans un zoo. Et là, on est avec les animaux. Il y a beaucoup d'odeurs, moi, j'avais trouvé. Ça sent vraiment le foin et la nourriture pour girafe. Et le fauve. Voilà, et le fauve. Mais c'est un très, très grand roman, j'ai trouvé. Ouais. Mais passons aux étrangers. Passons aux étrangers, cher Julie. Cher Jean-Christophe. Étrangère. On part en Islande. Parce que... encore. Oh, dis donc. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé en Islande. Je peux vous entendre prononcer le nom de Eva Austedottir. Ah non. Agisdottir. Eva Björk Agisdottir. En entier. Donc la fille de Agis. Eva Björk, elle a écrit déjà pas mal de livres. Disons qu'elle a été connue dès son premier parce qu'elle avait écrit une série qui s'appelle Elma, qui a eu un succès colossal, non seulement sur place, mais qui a été adaptée. Enfin voilà. C'était parti d'un concours, elle a tout raflé dès le début, et donc là, ça doit être au moins son 8e. C'est bon, parce que c'est de plus en plus, c'est mieux fait, c'est plus intimiste, et on est complètement, c'est deux trames, deux sœurs, une qui a disparu, l'autre qui a survécu, 10 ans d'écart à peu près, et puis c'est une remontée dans le temps, en fait, dans les souvenirs, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé en 1966 à Christine. On arrive à un moment donné à découvrir un fait historique réel sur lequel l'autrice Eva Björk Agisdottir est tombée, qui est les jeunes filles à cette époque-là, quand elles avaient des rapports avec les soldats étrangers des Alliés, anglais, américains, à la fin de la guerre, etc. Et jusque dans ces années-là, on les mettait dans des maisons de redressement, et ça existait, donc ça fait partie des petites bricoles qu'on aime bien cacher en Islande. Voilà, donc tout ça, c'est pas le centre en fait du roman.
On est vraiment sur le retour, sur la culpabilité, les secrets de famille, sur cette jeunesse qui s'emmerde dans les années 60, 70. C'est rural, il n'y a rien à faire, il fait nuit tôt. C'est l'Islande. Ouais, c'est l'Islande d'Indridason aussi, quoi. Oui, alors, c'est une bonne remarque, mais je discutais avec un éditeur, justement, à Reykjavik, et on disait les 4 Français qui sont... les 4 auteurs français, donc il y a Indridason, Arnaldur, Eva, et puis la 4e, Isra, Sigurdardóttir. C'est à chaque fois du polar islandais, mais ça n'a rien à voir. Arnaldur, Indridason, c'est le hard-boil un peu à papa, la formule classique. Eva, elle est vraiment, on est vraiment sur le thriller familial. Ragnar, c'est Jonasson, chez Martinière aussi, c'est Agatha Christie. Complètement, on est dans le huis clos. Et puis Isra Sigurdardóttir, il y en a un qui paraît là aussi. Elle, c'est plutôt du thriller avec du frisson. De temps en temps, il y a du fantastique ou des fantômes. Donc finalement, c'est un peu la boussole islandaise. Ils font pas la même chose. On a du mal à mettre une étiquette polar islandais. Avant que tombe la nuit, aux éditions de la Martinière, un deuxième. Un deuxième, j'hésite. Mais il y en aura peut-être un troisième. Donc. Bon, alors un russe, on va alterner, on va laisser place aux garçons. Le russe, Filipenko, c'est chez Noir et Blanc. Noir sur blanc. Noir sur blanc, pardon. Alors, j'étais très étonnée parce que c'est vachement bien écrit, c'est très drôle, c'est mordant. Alors, il vit en Suisse parce que c'est un Biélorusse, c'est pas du tout un Russe d'ailleurs. Il a quitté son pays parce que Loukachenko n'était pas gentil avec lui. Exactement, ni Poutine. Donc voilà, c'est la dissidence. Donc il est parti écrire ailleurs, comme on dit. C'est assez. C'est une fable. Ça se passe un peu. C'est après la Crimée, c'est avant l'Ukraine, le moment de l'écriture du livre, et ça raconte l'histoire d'un flic moscovite qui va aller dans une bourgade où, en gros, il y a des jeunes dans un orphelinat qui se suicident à l'appel. Donc, à l'appel. Quelques-uns, pas à l'appel. Pas mal. Hein. Enfin, ils parlent d'une épidémie de suicide. Ouais. C'est beaucoup dans un village. Ouais. Alors, ce qui est très amusant, on nous l'explique dès le début, hein, c'est pas moi, c'est qu'en gros, le nom du flic, Koslov, le moscovite, c'est l'équivalent de Ducon. Et l'endroit où se passe le village, donc retour à Ostrog, c'est un peu le bagne. En gros, c'est Ducon au bagne. Donc, on a compris que c'était... Il y a une espèce de fable derrière tout ça. Mais c'est vraiment drôle, c'est des personnages très farfelus. Il y a des siamoises qui représentent les deux perceptions, en tout cas qu'on peut avoir des conflits plus généralement de cette zone, et qui n'arrêtent pas en fait de se bagarrer, qui sont sœurs, qui sont d'accord, qui ont le même sang et qui se mettent sur la gueule en continu. Et la résolution de l'enquête est assez étonnante. Il faut aller jusqu'au bout, mais c'est vraiment... Retour à Ostrog aux éditions Noir sur Blanc. Bruno. C'est moi. Oui. Qu'est-ce que vous avez ? Ah bah si, je sais ce que vous avez. Alors pourquoi poser la question ? Vous avez encore une série noire. Oui, mais c'est une étrangère. Qui sort début mars. C'est une étrangère, c'est une espagnole, qui s'appelle Dolores Redondo, c'est un méga best-seller. On connaît un petit peu, oui. On adore, enfin moi en tout cas j'adore. Pourquoi dès maintenant ? Parce qu'on a les épreuves, mais parce qu'elle vient à Paris cette semaine. Et elle sera à Quai du Polar, où j'aurai le privilège de l'interroger. Début avril, oui. Même si elle ne parle pas anglais ni français, mais bon, on se débrouillera. Ouais, c'est encore un très grand livre. J'allais dire c'est du polar, mais ça dépasse ça. On est toujours dans la vallée de Navarre, dans cette vallée de Bastane. On a eu une trilogie qui est devenue 3 films absolument déments sur Netflix. C'est toujours un endroit où il flotte tout le temps. C'est-à-dire que quand on imagine l'Espagne, c'est pas forcément... là, c'est tout le temps. Il pleut tout le temps, tout le temps. C'est assez sombre. Bon, la couverture parle un tout petit peu de soi. Et c'est une histoire de femme qui a disparu, une jeune femme qui a disparu depuis 3 ans et qu'on retrouve. Des spéléologues descendent dans un gouffre et retrouvent son corps. Bon, ça, c'est que le début, mais il se trouve que le personnage principal n'est pas Maya Salazar qu'on retrouvait dans la trilogie. Elle est là, mais en backdoor, si je puis dire. C'est un nouveau personnage qui s'appelle Nash Elizondo et qui est psychologue médico-légal, c'est-à-dire qu'elle parle aux morts. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que dans ce gouffre, il n'y a pas seulement ce corps-là, il va y avoir d'autres choses. Et d'autres choses qui font penser... On ne sait pas quelle époque. Ouais. Est-ce que c'est des corps jetés pendant la guerre civile en 1936, parce qu'il y en a eu beaucoup, ou est-ce que c'est encore plus vieux, puisque c'est une région à sorcières. Et il se trouve qu'à l'époque, quand les sorcières, au lieu de les tuer tout simplement, si je puis dire, ou de les brûler, on les jetait dans les gouffres et on les enfoncait
avec des sortilèges, des feuilles spéciales. Bon, donc il y a tout ça dans ce livre. C'est en 2020, c'est-à-dire que c'est février Juste 2020. avant le Covid arrive. Il y a une sorte de compte à rebours. Il y a un compte à rebours. Les personnages... Alors, mesdames, vous serez ravis, mais les personnages féminins sont majoritaires. Les personnages masculins sont absolument... pas ignoble, mais enfin pas loin. Non, mais il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Il y en a pas un pour sauver l'autre. Et puis, il y a cette famille de femmes qui tiennent une morgue, et chez qui elle va aller coucher, parce qu'il y a la tempête, parce qu'il y a le Covid, parce que tu sais... Et qui sont... c'est des femmes qui ne dorment jamais, d'où le titre du livre. Elle ne comprend pas pourquoi ces femmes ne dorment jamais. Enfin, il y a une espèce de suspicion. Elle se dit, c'est quand même pas des sorcières, on est quand même au XXIe siècle et autres. C'est pas du tout fantastique, ce livre. Hein. Mais moi, je trouve que c'est... Elle ressemble un peu aux sorcières de Macbeth. Oui, moi j'ai pensé à ça. Oui, bien sûr. Mais c'est fascinant, en fait. Elle est... Alors, c'était un gros roman. Comme disait Alexandra, on est dans son pilou, ou sa couette, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais on est bien que ça soit assez... il flotte tout le temps, il fait tout le temps nuit, c'est glauque, on sent des trucs, des ondes assez malfaisantes, mais elle est très forte. Elle est très forte, je veux dire, son succès est mondial et colossal. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez amusant, c'est que je pensais que c'était une femme qui n'avait pas d'humour. Or, sur Instagram, elle a mis une photo d'elle le jour de son anniversaire sur un bûcher en train de flamber. Voilà, donc elle se voit vraiment, elle s'identifie aux sorcières. C'est une sorte de sorcière. Mais c'est formidable. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle se renouvelle vraiment. Parce que chaque fois, on se dit, elle ne va pas pouvoir faire plus fort. Et puis en plus, c'est des gros bouquins. Hein, et elle en sort quasiment, elle aussi, maintenant, c'est tous les années et demie, tous les ans et demi, un truc comme ça. Et elle, je ne sais pas comment elle arrive chaque fois à se renouveler, parce qu'elle a un imaginaire dément. Parfois, ça frôle en effet le fantastique. Oui, ça flirte, parce que là, il y a quand même des visions dans le livre, des ombres qui apparaissent, on ne sait pas très bien. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de mauvais Redondo. Il y a eu des mauvais Connelly. J'ai pas l'impression qu'il y a eu de mauvais Redondo. De la trilogie qui était un petit peu moins, moi que j'avais moins. Et puis il y a celui qui se passait aux États-unis à la Nouvelle-Orléans au moment de Katrina. J'avais adoré ça. Ah oui, c'était formidable. J'avais adoré celui-là. Le précédent était très bien aussi. Le précédent était très bien. Les inondations de Bilbo. L'eau est toujours chez elle primordiale. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut attendre le 5 mars, puisqu'il ne sort que début mars. Encore une série noire. Gallimard, Alexandra. Alors moi, on va rester dans l'eau. Mais alors ça, c'est autre chose. Oui, c'est génial ça. C'est un truc dément. C'est un truc dément. Si vous voulez savoir ce que ça fait que d'être bouffé par un cachalot, et surtout, non mais c'est pas tellement d'être bouffé par un cachalot, parce que ça c'est pas très difficile. Vous allez en mer, faut le trouver quand même. Bon. Mais c'est surtout comment en sortir. Comment en sortir. Et là, on suit un jeune gars, c'est sorti chez Rivage Noir, c'est Daniel Croze qui raconte ça, un jeune gars qui est un mec un peu fragile, qui a eu des relations compliquées avec son père. Il a toujours pensé que son père ne l'avait jamais aimé. Son père, grand pêcheur, qui lui a appris pendant toute sa vie, qui l'a emmené à la pêche, lui a appris comment on faisait, etc., pour toutes les choses techniques de la pêche. Et son père, un jour, disparaît en mer. Et ce jeune garçon qui se sent coupable de ne pas l'avoir assez aimé entreprend d'aller récupérer son corps en mer. Et donc, il plonge un jour tout seul avec ses bouteilles oxygène, tout son équipement. Il plonge. Et à un moment, il se retrouve pris dans une espèce de spirale je sais pas, il se retrouve pris dans à la suite d'un remous dans l'eau. Et c'est un calmar géant qui passe, lequel calmar est suivi par un cachalot qui veut le bouffer. Et lui, il se retrouve pris dans les pattes du calmar et il se retrouve bouffé par le cachalot avec le calmar. Et donc, on se retrouve... Mais non, mais c'est un truc dément. Là, moi, j'ai raté plusieurs stations de métro à cause de ça, parce que vous êtes là cramponné au bouquin, parce que vous voulez savoir, à un moment, il se demande s'il vaut mieux sortir par l'anus ou par la bouche, s'il vaut mieux rester dans l'estomac ou remonter dans l'œsophage. Vous avez je vous cite juste quelques... Jay passe le portail de chair, il est sur le ventre, l'eau jusqu'au menton. Non, pas de l'eau, une pataugeoire de gélatine clapotante.
farcie des morceaux solides. Il pousse un cri par instinct, mais tout va bien. Son détenteur fonctionne toujours. Il recroqueville ses jambes sous lui et écarte sa tête et ses épaules du magma grumeleux. Son masque est badigeonné de viscères gluants. Des saletés chaudes et visqueuses s'infiltrent sous son gilet. C'est la bouillabaisse. C'est dégoûtant. C'est tellement dégoûtant que ça en devient fascinant. Et on a vraiment envie de savoir s'il va s'en sortir et surtout comment il va s'en sortir. Et la fin est démente parce que tous les éléments concourent à ce qu'il ne sorte jamais de ce ventre. Et on se demande comment... Il y a des moments où il manque à être broyé par les dents ou par les... Il y a la gorge qui se referme parce qu'il y a les muscles. Dès qu'il avale, schlac, il se retrouve projeté dans le ventre. Donc il doit remonter en s'agrippant aux matières gluantes. Enfin bref, c'est un truc dément. J'ai jamais lu ça de ma vie. C'est pas totalement... Alors on en parlait avec Philippe un peu avant, c'est pas totalement du noir, mais on s'en fout, c'est quand même... ça reste quand même... C'est étonnant, c'est vraiment... C'est une exception. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Ah oui. Non, parce qu'au début, ça paraît invraisemblable, cette histoire. Enfin, il y a Jules Verne qui fait ça, quoi. Tu te dis, c'est dur à gober, si j'ose dire. Mais au bout d'un moment, effectivement, en plus, le bouquin est étayé, à la fin, il y a toute une bibliographie. Scientifique Scientifique, oui. Où finalement, il explique que c'est possible, qu'on pourrait, qu'il faut faire attention en se baignant, il ne faut pas aller trop loin. Ah ouais. Et est-ce que le cachalot peut être mangé par un orque ? Non, non, il est attaqué, je crois. Tu vois, il peut être attaqué. On n'est pas loin. Mais manger, je suis pas parce qu'il pourrait passer d'un estomac à l'autre. C'est l'animal. J'ai l'impression que Bruno Corti n'a pas conscience de à quoi ressemble un cachalot, la taille d'un cachalot. Certes, il y a un orque, c'est quand même tout en haut de la pyramide. Ouais, mais mais Bruno, le cachalot est beaucoup plus gros. Oui, mais il se fait larder en 3 secondes et demie. T'as vu ce que c'est qu'un orque ? C'est le tueur suprême, mon grand. C'est à ce moment-là que l'émission a dérapé. On prend l'eau. L'émission naturaliste. On va parler de Cousteau assez rapidement. Allez, Philippe, un polar étranger. 2 polars étrangers, d'ailleurs, 2 américains. Après le cachalot, c'est dur. J'ai une histoire de poulet. On revient sur la terre ferme, donc, dans l'Arkansas. Et l'Icranor, ça s'appelle À la chaîne. C'est l'opposition entre 2 couples. Un couple de travailleurs, d'origine mexicaine qui travaille dans cette usine de poulet à faire des nuggets à partir de poulets déjà morts. Et le patron de cette même usine et son épouse, l'épouse qui est un peu en dépression Partum. Oui, partum. Et donc les deux, l'un va virer l'autre, les deux hommes vont s'opposer à la mort, quoi, pendant que les 2 femmes finalement vont se rapprocher. Et ça donne un roman noir violent et assez terrible. Et en même temps, c'est la fusion entre le roman noir tel qu'on le connaît de ces États un peu du centre des États-Unis. Là, c'est Arkansas, je crois. C'est l'Arkansas. Ouais. L'Arkansas, c'est la capitale du poulet. Et on apprend plein de choses avec vous, Philippe. Pardon ? On apprend plein de choses avec vous. Oui. Capitale du poulet. Okay. Oui, tous les nuggets arrivent de l'Arkansas. C'était aussi l'État de Clinton. Ça n'a rien à voir. Sans transition. Ce n'est pas un nugget. Oui, et c'est donc un peu... C'est la fusion entre ce roman noir qu'on connaît bien et un roman plus social, je vais dire. Il y a donc une critique sociale de l'Amérique, voilà. C'est impressionnant. Alors, le couple en question, le couple de travailleurs immigrés, habite dans une caravane. Et là, je trouve que la couverture résume bien le truc. Et Cranor, c'est celui qui avait fait Chien des Orzac. Hein, absolument. Ça, dont vous aviez parlé, qui était très bien. Il était très bien. Hein, ouais. C'est mieux ou... C'est aussi bien, en tout cas. Le premier se passait dans une casse, une casse de voiture. Je préfère celui-là. Et c'est toujours chez Sonatine. Et puis Jordan Harper, pour terminer avec vous, Philippe.
Oui, alors Jordan Harper, le bouquin s'appelle Tout le monde le sait, je crois. Chez Actes Sud. Ça se passe à Los Angeles, côté Hollywood, une agence de gestion de risque, qui est un truc qui donc s'occupe d'écraser un peu les coups foireux que pourraient faire les VIP. Il va y avoir une histoire particulièrement sordide. La personne qui s'occupe de cette agence va tout d'un coup se rendre compte qu'en fait elle est en train de défendre des gens indéfendables et elle va complètement, au fil d'une enquête, changer de perspective. C'est intéressant parce que Jordan Harper avait fait 2-3 bouquins qui étaient vraiment 2-3 polars très bien. C'est le scénariste d'une série qui s'appelait The Mentalist, qui passait pas mal en France. Bien sûr. Et là, je trouve qu'il passe à la vitesse supérieure. On pense à Conley parce que c'est vraiment les quartiers Los Angeles, que Bosch peut arpenter. Et on pense aussi beaucoup à Ellroy. Et c'est d'ailleurs un très grand fan d'Ellroy. Et pour la petite histoire, il a appelé son chien Ellroy. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah d'accord. Encore un animal. Pardon ? Oh, encore un animal. Ce qui est plutôt marrant. Cachalot. On est passé du cachalot au poulet, du poulet au chien. Et puis Ellroy, son surnom, c'est The Dog. Ben Mais voilà. voilà, Ellroy s'appelle voilà. le Dog, alors effectivement, Tout le monde sait. Jordan Harper chez Actes Sud. C'est vraiment à découvrir, hein. C'est vraiment exceptionnel. Julie, oui, j'ai gardé de la place pour votre troisième étranger, puisque Bah, vous avez c'est été gentil. frustré en français. C'est un petit peu redondant avec Redondo. Oui. Bah oui, parce que ça se passe en Galice, mais enfin c'est pas Bon, c'est très pas- loin. c'est pas Navarre, C'est à pas- côté, et Redondo a déjà écrit elle a fait un épisode en Galice. Il flotte aussi, et il y a aussi des squelettes qui sont retrouvés, excavés. Bah oui, mais il y a un parallèle. Alors c'est très étonnant parce que c'est chez l'Archipel. Susana Fortes, c'est une prof d'espagnol qui est romancière et qui là écrit son premier polar. Elle n'a pas les codes du polar exactement, donc c'est très étonnant. C'est-à-dire que l'intrigue, c'est très secondaire. Genre, le suspense, hyper secondaire. Et ce qui est génial, c'est que c'est une plongée dans les souvenirs de l'enfance. C'est-à-dire qu'elle fait partie de 3 enfants qui ont disparu 25 ans plus tôt, et il n'y a qu'elle qui est revenue. Et les 2 autres, on les retrouve là, 25 ans plus tard, squelettes, dans un site où il y a d'autres squelettes, voilà, problème de datation, un peu comme chez Redondo. Mais en fait, elle a gommé, et on ne sait pas si c'est volontaire ou si elle a oublié ce qui lui est arrivé. Donc en fait, c'est une espèce d'enquête personnelle qui prend le pas sur l'enquête de police, dans un milieu où il flotte tout le temps, où c'est vraiment encaissé dans les montagnes, c'est des pêcheurs, c'est la vie rurale très très reculée. Moi, j'aime beaucoup les polars qui se passent en Galice, c'est toujours très 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 mouillé, très moite, ambiance comme ça, complètement dans le brouillard. Et donc en fait, c'est une espèce d'enquête totalement personnelle sur la trace de sa propre enfance. Et tout le monde veut qu'elle ait oublié, pas seulement elle. Donc en fait, on a une grande descente comme ça dans 25 ans de son histoire. Aux éditions de l'Archipel. On n'a pas parlé de Jackie Schwartzman. Ah oui, et on avait très envie de parler de Jackie Schwartzman. Ouais. En plus, c'est quand même drôle. Il est drôle. Il est assez inégal, c'est-à-dire qu'il écrit beaucoup lui aussi, et donc il y a certains de ses romans auxquels j'ai pas accroché, mais il y en a qui m'ont fait hurler de rire. Et le dernier, en plus, le titre est tellement joli, Killing Me Softly. On a l'air dans la tête. Et puis, il est tellement drôle. Là, c'est l'histoire d'un tueur à gages qui est le petit-fils d'un croisement d'un nazi et d'un membre du FLN. Donc déjà, parce que lui, il adore les mélanges, et c'est ça qui est génial chez lui, c'est-à-dire que dans son premier roman, dont l'accroche m'avait fait hurler de rire, il était un mélange de juif et d'arabe. Enfin, il est merveilleux parce qu'il met beaucoup ça en avant. Et là, c'est un tueur à gages et qui a le problème d'avoir un bon fond. Et donc, ce qui est embêtant, parce que du coup, là, on lui confie une mission qui est de tuer un vieux pédophile. Qui serait un pédophile, sauf que on lui file il y a une consigne, c'est qu'il faut, alors excusez-moi je vais être un peu grossière, mais bon, c'est pas de ma faute, c'est dans le roman, il faut qu'il lui coupe la bite avant de le tuer.
Parce qu'évidemment, c'est le... Voilà. Et bon, ça, là, il se dit, bon, là, tuer, ok, mais ça, c'est pas... Je suis pas sûre que je serais capable. Et d'autant qu'il finit par... Il rencontre sa victime, sa future victime, et en fait, il finit par s'attacher à lui. Et donc, parce qu'il est dans un EHPAD, en plus. Il est dans un EHPAD, c'est quelqu'un... Il a l'air tellement sympa, ce pauvre type, dans son EHPAD. Ce pédophile. C'est absurde. Enfin, tout est absurde, mais il a une façon tellement... Là, vraiment, il a la plume légère, on rit beaucoup, c'est très court. Donc, si vous avez un moment, juste 1 heure... Vous enfilez votre pyjama en pilou, vous regardez la flotte tomber parce que ça n'arrête pas, et vous lisez Jackie Schwartzman, et 1 heure après, vous êtes bien, vous avez rigolé, vous n'êtes pas pris le chou, c'est pas compliqué, mais c'est un moment très agréable. Killing Me Softly aux éditions La Manufacture de Livres. Merci beaucoup à tous les 4. On se retrouve le mois prochain, puisqu'on sera juste avant Quai du Polar à Lyon, dont nous sommes tous les uns les autres partenaires. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.